Excellencies, ladies and gentlemen, we shall now proceed with the solemn undertaking by the 18 judges of the International Criminal Court. I solemnly undertake that I will perform my duties and exercise my powers as a judge of the International Criminal Court honorably, faithfully, impartially and conscientiously. Que je respecterai le caractère confidentiel des enquêtes et des poursuites and the secrecy of deliberations. Monsieur le greffier, je vous prie de bien vouloir introduire dans cette enceinte Monsieur Luis Moreno Ocampo. Today, we have the honor to witness a historic moment in international criminal law. With the prosecutor taking up office, the International Criminal Court becomes fully functioning. Throughout history, mankind has failed to deal effectively with its worst transgressions, crimes against humanity, war crimes, and genocide. The ICC is a humanitarian, judicial, and practical imperative, and as such it must succeed. It will do so. Thank you. Mr. Luis Moreno Ocampo, the Assembly of States Parties elected you to be the prosecutor of the International Criminal Court. May I kindly ask you to raise your right hand and pledge your solemn undertaking. Moi, Luis Moreno Ocampo, déclare solennellement que je remplirai mes devoirs et exercerai mes attributions de procureur de la Cour pénale internationale en tout l'honneur et dévouement, en toute l'impartialité et en toute conscience, et que je respecterai le caractère confidentiel des enquêtes et des poursuites. Au printemps 2003, dans la solennité du Palais de la Paix, l'espoir est devenu réalité. L'espoir d'une cour internationale permanente pour mettre fin à l'impunité des crimes les plus odieux. Cette cour, 120 États d'Europe, d'Afrique, d'Amérique latine ont fini par la créer en signant le traité de Rome, entré en vigueur le 1er juillet 2002. Bientôt peut-être, les bourreaux ne pourront plus espérer massacrer en toute impunité. Aujourd'hui à La Haye, l'instant est décisif. La Cour vient d'élire son procureur, réputé pour avoir poursuivi en Argentine les anciens chefs de la dictature militaire. Elle doit maintenant faire ses preuves, poursuivre l'œuvre de justice commencée au lendemain de la Seconde Guerre mondiale par le tribunal de Nuremberg, puis relancée après la fin de la guerre froide avec la création des tribunaux pour l'ex-Yougoslavie et pour le Rwanda. Mais pour la première fois, c'est une cour indépendante des Nations Unies qui aspire à devenir un jour universelle. Cette cour a été créée pour punir les pires crimes au monde. En ce sens, elle est comparable aux tribunaux de Nuremberg, pour l'ex-Yougoslavie ou pour le Rwanda. La différence, c'est une énorme nouveauté, c'est qu'il s'agit d'une cour permanente. Les tribunaux de Nuremberg, pour l'ex-Yougoslavie ou le Rwanda, étaient des tribunaux ad hoc, créés spécialement pour une affaire. Là, il s'agit d'une cour permanente. Nous avons des juges venus des 5 continents qui vont rendre la justice pour le reste de l'humanité. C'est un pas immense pour l'humanité. Dans quelques mois, la Cour tiendra ses premières audiences. Reste à achever l'immense chantier conçu et dirigé par le greffier, un ancien magistrat français. So all the public will arrive here. Yep, they'll arrive here. On the left, we're going to have sort of relaxed seating areas. Yes. It used to be a car park. Yes, I remember. I parked my car here and my bicycle here. Yeah. Okay. Good morning. Morning. Okay. So prosecution will be here or here? I think this is defence because This is defence, yes, because the arrival of the detainee will be here. That's right. Okay. And prosecution here. Yes. With victims. Yes. Victims prosecution. Okay. Defense. Okay. Paradoxalement, le plus grand succès de cette cour serait de ne pas siéger.
car c'est une cour de dernier recours, compétente seulement lorsque les États sont défaillants, lorsqu'ils échouent à juger les crimes de masse commis sur leur territoire ou par leurs ressortissants. Les premiers responsables, ce sont les États. Et si les États ne peuvent pas ou ne veulent pas juger, pour toute une série de raisons, parce que leur système judiciaire, par exemple, après une guerre, peut être complètement détruit, ou parce que c'est trop difficile, comment vous jugez un chef d'État? À ce moment-là, on met en place la Cour. Enfin, la Cour peut fonctionner, la Cour a le droit de fonctionner. Mais si les États veulent et peuvent poursuivre, juger ces criminels, la Cour n'a rien à faire. Si les États sont défaillants, encore faut-il que le procureur puisse ouvrir une enquête. Qu'il soit saisi par un État membre, par le Conseil de sécurité des Nations Unies, ou qu'il décide d'ouvrir lui-même une enquête, après avoir analysé les très nombreuses plaintes que lui envoient des victimes et des organisations de défense des droits de l'homme. Nous recevons des plaintes de citoyens du monde entier. Nous en avons reçu plus de 1000 en provenance de plus de 80 pays. En premier lieu, nous essayons d'informer rapidement les gens quand l'affaire est irrecevable. Par exemple, quand le crime n'est pas de notre compétence, une fraude fiscale, une affaire de corruption ou une violation individuelle. Ou quand le crime, par exemple le Cambodge, les Khmers rouges. C'est un génocide, mais ce n'est pas de notre compétence parce qu'il a été commis avant 2002. Ou encore quand un État comme l'Irak n'est pas un État membre. Donc sur ce qui s'est passé là-bas, nous ne pouvons pas ouvrir une enquête de notre propre initiative. Il faut que nous soyons saisis par le Conseil de sécurité. Donc nous mettons rapidement ces affaires de côté. Et pour les autres, nous commençons à faire une analyse approfondie des informations pour voir s'il y a une possibilité de les ouvrir. Le critère de sélection, c'est la gravité. En République démocratique du Congo, plus de 3 millions de personnes sont mortes pendant la guerre entre 1998 et 2003. Le conflit le plus meurtrier depuis la Seconde Guerre mondiale. Ici, à l'est du pays, dans le district de l'Ituri, les affrontements ont fait plus de 50 000 morts et 500 000 personnes déplacées. En juillet 2003, après avoir reçu plusieurs plaintes d'ONG et de victimes, le procureur annonce que c'est l'affaire la plus grave et la plus urgente pour la Cour. Les informations que nous recevions indiquaient clairement qu'il y avait des crimes qui pouvaient tomber sous notre juridiction et que le Congo n'avait pas les moyens de contrôler cette situation dans l'est du pays. J'ai la possibilité, pour ouvrir une enquête, d'utiliser ce que le statut appelle le pouvoir proprio motu, c'est-à-dire de ma propre initiative. Mais au lieu de faire cela, j'ai déclaré devant l'Assemblée des États membres que je préférais être saisi par le Congo, que si c'était nécessaire, j'allais utiliser mon pouvoir d'autosaisine, mais que je préférais un accord avec le Congo. Et donc nous avons démarré des négociations avec le gouvernement congolais pour trouver un accord. Pendant que le procureur négocie, en Ituri, les massacres continuent malgré la signature d'un accord de paix. À l'origine, une vieille rivalité foncière entre les tribus Emma et Lendu, exacerbée par les pays voisins, en particulier l'Ouganda, pour occuper et piller les énormes ressources de la région, riche en or et en diamants. Au printemps 2003, l'armée ougandaise finit par se retirer de Bunia, le chef-lieu de l'Ituri. Un vide de pouvoir qui déclenche aussitôt de sanglants affrontements entre les milices rivales Emma et Lendu. Bunia est dévasté. Médecins sans frontières crée un hôpital d'urgence. C'est une des plus grosses urgences qu'on ait pu avoir en termes on va dire de massacre. Oui, c'était très chaud, très chaud. Selon notre mandat, on se devait d'être ici et de monter cette énorme structure. Hein. C'est énorme, il y a quand même 300 personnes. En 10 jours, on a monté un bloc opératoire, on a opéré les premiers blessés. On avait beaucoup de chirurgie de guerre au début, balles, machettes en particulier, brûlures. Beaucoup de balles, beaucoup de coups de machette, des enfants découpés, des gens découpés. Ils venaient là de la montagne et tout ça, et puis bon, et caca, et les gens, bon. Tout un grand quartier, plus de 400 maisons ici, hein. 400 maisons avec les écoles, avec les églises et tout ça, on a tout détruit. Tout. Ils sont allés jusqu'à la ville, cassés, entrés dans la maison et tout ça, et ils prenaient les personnes, ils abattaient ceux-là qu'ils voulaient et tout ça. Et parfois, ils voyaient seulement la morphologie, vous voyez. Et sur base de morphologie, on dit que ça c'était un Emma, et alors les Lendu massacrés, ça c'est une Lendu, alors vous voyez, les Emma massacrés, c'était comme ça, par morphologie seulement. Voyez. Même les gens qui n'étaient pas de l'appartenance ethnique impliqués dans les conflits, on les massacrait comme ça.
massacrés comme ça. C'est comme ça que la plupart sont tombés innocents. En Ituri, où la Cour tente d'ouvrir sa première enquête, les massacres et les pillages ont forcé des dizaines de milliers de personnes à fuir sur les routes, dans la forêt, marchant plusieurs jours, parfois plusieurs semaines, pour se réfugier dans les provinces voisines où elles vivent toujours dans la peur. Ça fait plus de 2 ans que je suis ici. Ça fait plus de 2 ans. Il y a beaucoup qui ont perdu leur famille, les enfants, les femmes, les frères, papa, maman. J'ai vu des choses très mauvaises. La barbarie. Maintenant, on n'a plus de colère, c'est parti. On essaye d'oublier ça. Ah, ce n'est pas la peine de le garder toujours. Ce n'est pas la peine de garder des tels souvenirs. On fait tout pour oublier ça. Les gens ne veulent même pas en parler parce qu'il y en a qui éclatent à sanglots quand ils parlent des événements qu'ils ont vécus. Lorsque vous enjambez votre fils qui est mort, mais vous fouillez, vous ne pouvez même pas sauver le corps de votre fils. Il faudrait qu'il y ait réparation. Il faut qu'on puisse réparer toute cette souffrance. Apaiser tant soit peu la douleur des gens qui ont beaucoup souffert de l'Ituri. Ça, les responsables doivent être jugés. Ça n'a rien à faire. Ce qu'ils ont fait là, est-ce qu'ils ont rendu service à la population? Ils ont plutôt détruit l'État. Ils doivent être jugés et punis, sévèrement. Après 6 mois d'intenses négociations, le procureur est finalement saisi par le président de la République démocratique du Congo. Mais entre-temps, il a été saisi d'une autre affaire par le président de l'Ouganda. Étrange coïncidence, alors que l'armée ougandaise a été directement impliquée dans la guerre au Congo. Ce qui n'enlève rien à la cruauté des crimes perpétrés dans le nord de l'Ouganda par les rebelles de l'armée de résistance du Seigneur, qui ont enlevé plus de 20 000 enfants pour en faire des soldats ou des esclaves sexuels. Résultat, en septembre 2004, lorsque le procureur se présente devant les États membres de la Cour, il a ouvert 2 enquêtes. Et il analyse d'autres affaires partout dans le monde, en République centrafricaine, en Côte d'Ivoire ou encore en Colombie. Distinguished delegates, I declare open the 3rd session of the Assembly of States Parties to the Rome Statute of the International Criminal Court. I would ask you to rise in memory of those innocent victims of violence who have lost their lives or who have otherwise suffered since our last session in September 2003. We have started to investigate the massive crimes committed in the Democratic Republic of Congo and in northern Uganda. And we are analyzing 6 situations located in 4 different continents. We are now working in the midst of 2 ongoing conflicts in societies divided by years of violence. We have no police and no army. We are expected to carry out our mission in a rapid, cost-effective, and exemplary manner. We cannot do this without your sustained, active support. Thank you very much. Nous ne pouvons pas traiter beaucoup de dossiers dans chaque affaire. Les génocides ou les crimes contre l'humanité sont des crimes de masse perpétrés par des milliers de personnes. Nous ne pouvons pas juger des milliers de personnes parce que nous resterions 20 ans sur la même affaire. Donc notre politique, c'est que nous devons toujours poursuivre les plus hauts responsables. C'est un peu le modèle de Nuremberg. Nuremberg concernait un crime de masse. 20 personnes ont été jugées au début et ensuite moins de 300 au total. C'est important parce qu'en nous occupant des principaux responsables, si nous parvenons à les juger, pour ça il faut qu'ils soient présents au procès. Ça veut dire déjà qu'ils ne sont plus au pouvoir et que le système qu'ils ont mis en place peut être démantelé. Dans l'hémicycle de La Haye,
la politique pénale du procureur est scrutée très attentivement par la coalition des ONG pour la Cour pénale internationale. Une vaste communauté réunissant plus de 2000 organisations de défense des droits de l'homme qui ont joué un rôle clé dans la naissance de la Cour et l'élaboration de son statut. Elles ont beaucoup milité pour qu'aucune immunité ne soit recevable devant la Cour, pas même celle d'un chef d'État. C'est l'irrecevabilité de quelque immunité que ce soit dans le système de la Cour, de l'irrecevabilité de quelque qualité officielle que ce soit. En d'autres termes, pour la Cour, il y a, le cas échéant, des criminels, auteurs de crimes de guerre, crimes contre l'humanité ou génocide, ou pas. Point. L'espoir, c'est de voir un jour les principaux criminels des pires situations effectivement condamnés. Distinguished delegates, since the second session in September last year, 4 more states have become parties to the statute, thus bringing the total number of states parties to 94. Nous devons amener plus d'États dans cette Cour. Plus il y aura d'États qui ratifieront le traité, plus la Cour sera susceptible d'être compétente dans un nombre plus important de situations. Un des obstacles pour que de nouveaux États rejoignent la Cour a été malheureusement l'opposition irrationnelle et mal fondée du gouvernement des États-Unis envers cette Cour. Les responsables américains ont travaillé très activement pour dissuader ou effrayer des États qui, sans cela, auraient rejoint la Cour. Les États-Unis, comme d'autres grands États, la Russie, la Chine, le Japon ou l'Inde, n'acceptent pas d'abandonner une parcelle de leur souveraineté au nom de la lutte contre l'impunité. Mais depuis 2002, c'est une campagne acharnée que l'administration américaine mène contre la Cour. Elle s'efforce de contraindre tous les États à signer avec elle des accords d'immunité par lesquels ils s'engagent à ne jamais extrader de ressortissants américains vers La Haye. Près de 100 pays ont déjà succombé sous la menace d'une nouvelle législation américaine qui prévoit de lourdes sanctions financières et militaires en cas de refus. C'est un principe d'immunité des ressortissants américains à l'égard de la Cour, mais plus que ça, c'est l'autorisation qui est donnée à l'exécutif américain, au président Bush, de mettre tous les moyens en œuvre pour aller récupérer d'éventuels détenus américains qui seraient détenus dans le cadre du système de la Cour. On l'appelle dans le cadre de notre coalition mondiale pour la Cour, on l'appelle le Hague Invasion Act, la loi d'invasion de la Haye, parce qu'on imagine les bateaux des services américains au large de la Haye qui débarqueraient pour sortir des détenus américains de la prison de la Cour. C'est dans ce pénitencier tout près de la mer du Nord que seront détenus les accusés. Ils encourent comme peine maximale la prison à perpétuité. La Cour a exclu de son statut la peine de mort. Une raison de plus qui explique l'opposition de certains États qui la pratiquent encore. Aujourd'hui, pour que la Cour ne devienne pas l'emblème d'une justice internationale à deux vitesses, il lui reste à convaincre tous ceux qui ne croient pas en elle, à faire la preuve de son efficacité et de son impartialité pour espérer voir grandir le nombre de ses États membres chargés d'élire ses principaux magistrats et de financer son budget, 67 millions d'euros en 2005. Les victimes en attendent beaucoup, car pour la première fois devant une cour internationale, elles peuvent réclamer des réparations. Un fonds au profit des victimes a été créé, financé par les amendes ordonnées par la Cour et par les contributions volontaires d'États, d'entreprises ou de particuliers. C'est pas seulement un détail, c'est vraiment une démarche différente de parler de la réparation aux victimes, de leur indemnisation, de leur prise en compte de leur malheur, de leur souffrance. On dit toujours faire son deuil, qu'on a besoin d'une condamnation pour faire son deuil, peut-être, mais je crois pour ma part que peut-être il est encore plus important, ou tout aussi important en tout cas, pour certaines des victimes, de se dire qu'on est conscient de la misère où elles sont et de leur permettre de revivre. C'est ça. L'idée, c'est de leur permettre d'avoir une chance de revivre. Nous avons prévu des réparations collectives. Il est certain que quand il y a eu 1 million, 2 millions de victimes, quelquefois, il est impossible d'indemniser chacun. Ce qui est important, c'est que ce soit la collectivité qui les prenne en charge, de donner une possibilité, donc un soutien à des organismes, je pense à des ONG notamment, pour pouvoir agir vis-à-vis des victimes, pour ce qui est le plus urgent, le plus important. Par exemple, dans le nord de l'Ouganda,
95% des rebelles de l'armée de résistance du Seigneur sont des enfants qui ont été enlevés. Ce sont des victimes. Ces enfants soldats, de 12 ou 13 ans, ils doivent être rééduqués. Ils ont besoin d'une famille, de soins hospitaliers, d'un travail. Donc, il y a beaucoup plus à faire que seulement mettre en prison les criminels. Certaines ONG se sont beaucoup battues pour que cette souffrance des victimes soit enfin prise en compte par une cour internationale, en leur accordant des réparations, mais aussi en leur permettant de participer à la procédure en tant que victimes, représentées par un avocat, et non plus seulement en tant que témoins. Aujourd'hui, reste encore à concrétiser ces espoirs. On a vraiment devant nous un enjeu de lobby important, consistant à aller voir les États pour les sensibiliser sur l'extrême importance du fonds pour les victimes de la CPI. Barney, any reaction? Yes, indeed. It's very important that states are made to recognize that it's crucial that we have a viable trust fund. A trust fund which will enable justice to show that it's got a compassionate face, that it's not just about principles, but it's about real interventions which make a difference to people. C'est vrai que la balle est dans le camp de la Cour pénale internationale et du procureur, et pour beaucoup dans le nôtre de continuer à faire monter les enchères et à augmenter la pression pour qu'effectivement ça démarre. L'an dernier, M. Serge Brammertz, chargé des enquêtes, était le premier procureur adjoint à prendre ses fonctions à la Cour. Madame Bensouda devient aujourd'hui procureur adjoint, chargé des poursuites. Sa prise de fonction coïncide avec une étape importante dans l'histoire de la Cour, à savoir le commencement de la phase judiciaire de ces opérations. Les premières procédures pourraient donc maintenant débuter à tout moment. Chaque fois que nous enquêtons sur ces crimes, au centre de la stratégie, il y a les crimes sexuels. Dans ces conflits, les crimes sexuels ne sont pas des actes isolés perpétrés par des personnes dépravées. Ce sont des instruments de contrôle de la société. Des instruments qui visent à détruire la relation avec les femmes, à les soumettre. Dans certains endroits, il y a des bataillons de violeurs, des groupes dont la tâche est de violer les femmes pour les contaminer avec le sida et pour essayer de briser définitivement leur lien avec la communauté. Et de cette façon, détruire la communauté. C'est beaucoup plus efficace d'affecter la relation des femmes avec la communauté que de détruire les maisons. Les maisons peuvent être reconstruites, mais c'est difficile de reconstruire la relation avec les femmes. C'est pour cela que l'enquête sur les crimes sexuels est vraiment centrale. C'est un des premiers faits sur lesquels il faut enquêter. À l'est du Congo, plus de 40 000 femmes ont été violées, traumatisées. Certaines avaient à peine 3 ans, d'autres plus de 80. Aujourd'hui, la guerre est officiellement terminée, mais les violeurs continuent de sévir, le plus souvent en toute impunité. C'était une guerre dans la guerre. Vous savez, quand on viole une femme comme ça, en présence de son mari, on a déjà affaibli les maris qui voient en sa présence sa femme qui est violée, ses filles qui sont violées. On lui demande à lui-même aussi de prendre encore sa femme en présence des enfants, ou on demande au jeune garçon de coucher avec sa mère, en présence de son père, de toute la famille. Vous voyez un peu ce que ça fait. Ça réduit l'homme. Et vous rendez-vous compte, un garçon qui a couché avec sa mère, il ne voudra plus rester sous le toit paternel. C'est voir sous une malédiction quelque part. Il va chercher à tout prix de quitter la maison et aller ailleurs. Et là où il va, dans cet état de traumatisme, comme il a déjà fait ça avec sa mère, il cherche à faire ça avec toutes les femmes qu'il va rencontrer à son passage. Et tout ça, c'est vraiment, ça cause la délinquance juvénile ici chez nous. Et facilement, de tels enfants font les milices, vont chez les maïmaï juste pour se venger, ou se rangent derrière les hommes armés. Et il devient très dangereux. Lakini ungali naangalia chini, haukunaniangalia. Mbona haukunaniangalia? Mtu mwenyewe anasaka sasa anakuwa naangalia mwewe kunazungumza naye, anakuwa naangalia na boka. Na boka.
Hapana, boke ishakaisha. Wa mtu tulishakafata nani mama Regina shakufata siku mingi haifai kukua tena na boka. Nafasi yenyewe unazungumza na mtu unaanza muangalia. Juste yenyewe utaniangalia ile itakuwa sinya kunionyesha kusema kweli gizo unasema useme hauna haukwake tena na boka. Mama Regina ilishaka kusaidiana na we boka ishakaisha. Haiko hivi. Iko hivi. Jina mtoto wako nani? Shampatia jina. Sitaweza kumpa jina, onde tampatia jina. Mimi ndio ndampa. Kweli unaogopaka kumupa hiyo alitoka kama vile vya mbaya. Ndio mtampaka jina. Tutampaka ya pia. Ngoe tutampaka. Atakuwa Moize naye alitoka kama munini mukapori wenda haujue kama utampata kana haukupenda. Ile kutea bia Moize. Siku ya bia. Moize Bahati. Baby. Lakini sio uliona kuna mimba haukuchukiaka sana. Tunanichukia sana ugonjwa basi. Na ulikuwa kanawaza nini? Haukuwaza kusema ai hii maneno mbaya tena naacha mimi nakuwa na mimba. Si hautapata kitu kingine. Usi hautapata tena bwana. Haukuwa kanawaza hiyo. Sasa wao nawaza vile. Kibebe yako kiapia. Haoni gizi kinangara. Ulifaka bie kutonini wengine wanakumbuka kusema wanaitosha. Wewe ulifaka bie kuitika kubakia na yeye. Sinaona kibebe yako ni kiapia. Kibwana. Kibwanangu. Notre pays est défiguré. Isha badilika sura. Maintenant, tunapaswa fanya nini? Nous devons transformer, transfigurer. Tunaweza kuangalia wakati wa vita. Tumehamishwa kwetu. Tumetoka katika nchi zetu. Utajiuliza sasa, ni Mungu anapenda tuteseke hivi? Sawa alivyopenda Abrahamu atoka katika nchi yake? Hapana, kuna mateso ambayo Mungu hapendi. Kuna mateso ambayo watu wenyewe wanatutafutia. Viongozi wabaya wakitafuta tu faida yao, waliweza kuletea vita na wanatutesa. Dans cette église, qui a accueilli beaucoup de victimes de l'Iturie, les esprits sont encore meurtris. Impossible de chasser le souvenir des crimes odieux perpétrés pendant la guerre, d'oublier le passage dévastateur du mouvement de libération du Congo, le MLC, un groupe rebelle soutenu par l'Ouganda et dirigé par un certain Jean-Pierre Bemba. À l'automne 2002, les combattants du MLC ont lancé dans la région une opération au nom de code sans ambiguïté. Effacer le tableau. Ils se seraient livrés aux pires atrocités. Certains témoins rapportent des actes de cannibalisme. Un moyen de terroriser encore davantage dans une région où le meurtre est devenu presque banal. Parmi les cibles des rebelles, les Pygmées. Une ethnie depuis longtemps dénigrée au Congo, considérée comme des sous-hommes. Mais pour la première fois, sous la violence des attaques, ils ont été contraints de fuir leur forêt. Certains rebelles affirmaient que manger leur chair procurerait des pouvoirs magiques et les rendrait invulnérables aux balles. Nous avons recueilli beaucoup de témoignages de Pygmées qui sont venus nous témoigner qu'ils étaient des témoins oculaires. Dans des campements militaires, ils étaient là en train de voir comment la chair humaine était étalée sur des étalages comme ça. Et pas même ça, le militaire et même du côté Jean-Pierre Bemba s'enorgueillait. Il disait ça tout haut dans des villages que non, nous mangeons la chair humaine. On ne s'imaginait pas qu'il y aurait un citoyen congolais qui peut se servir de la chair humaine. Si on en parle dans toutes les radios, c'est puisque c'était surprenant. Mais tous les autres, depuis, je sais pas, le vol jusqu'au viol, jusqu'à l'assassinat, ça s'est passé dans cette forêt. Ça s'est passé dans cette forêt. Et ça doit être sanctionné.
les malfaiteurs sont en train de circuler. Ils portent des galops. Ils sont des colonels, ils sont des généraux. Donc on compte beaucoup sur la Cour pénale internationale. Notre dernier salut se trouve là-bas. Pour les enquêteurs de la Cour qui débarquent au Congo, l'affaire s'annonce pourtant bien délicate. Car aujourd'hui, à la faveur du processus de paix, Jean-Pierre Bemba est devenu vice-président de la République. Pour qu'il dépose les armes, le président Kabila s'est résolu à partager le pouvoir avec les chefs des 3 principaux groupes rebelles en attendant de futures élections. Pour Serge Bramertz, le procureur adjoint chargé des enquêtes, les choses se compliquent. Ses cibles potentielles sont désormais à Kinshasa, l'immense capitale congolaise à 2000 km de l'Ituri. Et même si le procureur a été saisi par le président de la République, il n'est pas certain de réussir à obtenir la coopération des magistrats du pays, notamment pour poursuivre les criminels de second rang que la Cour n'a pas les moyens de juger. C'est évidemment pas par hasard que nous venons voir nos collègues magistrats. Nous, pour faire notre travail, pour poursuivre ceux qui sont les plus hauts responsables des crimes que nous sommes en train d'enquêter, nous avons besoin de la coopération des services de police et de la coopération de la magistrature, parce que vous savez évidemment que dans le cadre de la complémentarité, nous allons prendre certains dossiers, mais ce sera aussi à la justice nationale de faire la plus grosse partie du travail. Donc nous avons été toujours très clairs là-dessus. Ce n'est pas la Cour pénale internationale qui peut apporter une solution à tous les crimes commis sur le territoire de votre pays. Donc la magistrature nationale doit faire sa part du travail, ce qui nécessite évidemment des conditions appropriées. Est-ce que dans la pratique, vous êtes en mesure d'apporter une coopération, voire est-ce que vous êtes en mesure de mener à bien vos enquêtes nationales? La situation pour mener à bien des enquêtes suppose d'abord qu'on ait les moyens matériels nécessaires. Communication par exemple. J'entends par là le transport et même le matériel de travail. Mais tout cela manque crûment. Et cela est tellement flagrant que vous nous trouvez aujourd'hui en grève. Donc c'est vous dire que le gouvernement dans ce pays entretient l'insécurité juridique et judiciaire et assure, à notre point de vue, l'impunité. L'autorité politique a intérêt dans ces désordres. Parce que eux aussi, ils ont peur que la magistrature fonctionne bien et demain qu'ils soient poursuivis d'une façon ou d'une autre. C'est pourquoi ils bloquent la machine au niveau des lois qui doivent organiser la magistrature. Vous avez besoin de travailler avec un pouvoir judiciaire réellement indépendant, puisque la plupart des auteurs des infractions que vous aurez à connaître sont membres des composantes qui dirigent en fait le pays. Mais si aujourd'hui, puisque la lutte des syndicats, c'est d'obtenir la loi portant organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature et également des statuts des magistrats. Sans ces deux lois, on ne peut pas parler d'un pouvoir judiciaire indépendant. Donnez-nous des véhicules, donnez-nous de l'argent, mais si on n'est pas indépendant, ça ne sert à rien. C'est ça le grand problème. Nous vivons dans un pays où le pouvoir judiciaire se trouve sous la botte du pouvoir exécutif. Et c'est à tout moment ici que les magistrats ont été habitués à obéir purement et simplement aux injonctions qu'on leur donne. Et avec le passé que nous avons connu, nous avons fait 30 ans de dictature, donc les esprits sont assez marqués. Les gens ont très facilement peur, donc votre tâche sera énorme ici. Parce que vous n'aurez pas les magistrats assez libérés pour coopérer avec vous. Ils sont très peu, ceux qui vont opérer avec vous sans devoir obéir aux injonctions de l'exécutif. Chers collègues, je comprends parfaitement bien vos revendications. Nous allons certainement aussi de notre côté essayer de vous aider dans la mesure du possible. Nous avons maintenant une réunion avec le ministre de la Justice. Les autorités politiques sont là, il faut évidemment leur rappeler tous ces problèmes, même si je suis sûr qu'ils les connaissent. Ça va. Oui, ça va, ça va. Oui, ça va. Ça va. Au pays du fleuve Congo, le procureur est face à un dilemme.
Comment poursuivre les anciens chefs rebelles sans risquer de mettre en péril le processus de paix? D'autant que le Conseil de sécurité des Nations Unies a le droit de suspendre son enquête si elle menace la paix. En même temps, comment construire une paix durable sans mettre à l'écart les principaux criminels? Beaucoup d'experts en diplomatie considèrent la justice internationale comme une ennemie. Ils disent, si nous devons négocier un accord de paix, ne venez pas nous parler d'une initiative de justice. Donc je crois que nous devons apprendre l'interaction entre la justice et la paix. Parce que parfois, il est certain que si on enquête dès le début sur les personnes qui sont susceptibles de faire la paix, ça peut affecter le processus de paix. Mais il y a aussi beaucoup d'exemples où l'absence de justice provoque la guerre. Okay, colleagues, I want to apologize to the prosecutor for the lack of interest in his meeting. Mr. Prosecutor, we have NGOs, I think about 300 of them registered. Not all of them were able to come, thank God. But I was anxious that he see the extraordinary breadth and depth of members of this coalition. And you are one of the key communities for us, and we need to improve and enlarge the interaction with you. I know you are working a lot to create this court. Sometimes you are, okay, now do this, and we are trying to do this, but we need time. Time is important for us, understand? We have to build and work together to create in 5 years the full functioning court. It's very difficult, and we need your help. You helped a lot us at the beginning receiving reports, explaining what happened, and now it's a new phase. We are investigating two situations now, Uganda, Northern Uganda and Congo. We have to work there, so very difficult cases. For instance, especially in Uganda, there are many people who say, no, why are you coming here? We need peace, not justice now. There are people saying, not investigate the case, there are peace possibilities here. And I think this is a huge issue in the NGO movement, because when I arrived to this office, I was thinking, okay, will be cases in which state for commercial interests could be against the investigation. But it was never in my mind the idea that some groups, or even state, for humanitarian reasons, want to stop our investigation. And that's happened now. It's not quite so simple because there's an international law prohibition against amnesties for the crimes that fall within the jurisdiction of the court. So for us, it's totally clear. We cannot give impunity. Never. We cannot do it. It's out of my mandate, so we cannot give impunity. If there are information that the crime could be stopped by an agreement, they have to present to us information, and so we will analyze if for instance, if there is interest of justice to stop an investigation, to delay an investigation. We never will stop an investigation. We cannot offer impunity, but we can stop an investigation for a while, allowing the peace, and then doing the investigation again. So any questions? I think it's really unfortunate that the first two cases are so interconnected. And what I'd like to know is whether the prosecutor has stopped from investigating the Ugandan army and its commanders for their role in your second investigation or your concurrent investigation in the Ituri region of the Congo. No, it's again, we'll be impartial and independent. We'll do it. But we are trying to first start in DRC against the group who are more violent today, because they are the most dangerous one. And then we have time to do more cases. So probably in DRC we have to be many years. We don't know. Que va-t-il décider de faire? Remontera-t-il jusqu'en haut de la chaîne de commandement? Pour nous, le test majeur de la crédibilité, non pas de la Cour, mais de la politique pénale du procureur, est la réponse à la question « jusqu'où ira-t-il » Et en particulier, dès lors que l'enquête démontrerait une chaîne de responsabilité limpide, avec des actes imputables à des auteurs de façon probante et irréfutable, il serait évidemment inacceptable, incompréhensible que pour des considérations de quelque ordre que ce soit, y compris politique, le procureur n'allait pas jusque-là. Prosecutor Harold Del Ponte, Chief of Coast Guard.
and Prosecutor Hassan Jallo from ICT Watch, Chief Prosecutor SDR. For me as a Chief Prosecutor of the ICC, it's an honor to have them with us. Without them, ICC would not be possible. So for us, they are like our parents, and we are trying to learn from them. We are trying to ask them advice, and sometimes we are sharing information, and I hope next year we are on trial. Any indication when next year? January, February, or is it later the year? As you know, to start the case, we also have to arrest people. So it's not just we are collecting evidence, also we need help to arrest people. How would you qualify the level of cooperation you receive in the two investigations? We start both cases in agreement with the national state. So we are receiving cooperation from them. In DRC also, we, as you know, the UN has peacekeeping. So we, after the agreement with UN, we hope that we'll receive cooperation from them. I have 21 fugitives, and many of them are in Bosnia-Herzegovina, not to speak about Karadzic. And so I will complain by NATO about the non-arrest of fugitives. So I'm very happy for Luis, because he has full cooperation for the states in the country, and he have no doubt about the arrest of the accused. So I'm how do you say? Je vous envie. I'm jealous. Yes, I'm jealous. No, I am sure that we did all we can do. We'll see what happens if we can arrest them. We'll see. Les tribunaux internationaux sont des tribunaux sans police et sans armée. Donc nous devons obtenir une coopération. Nous enquêtons au Congo et en Ouganda, qui sont deux conflits qui se déroulent en ce moment. Ils sont en train de tuer des gens en ce moment. La semaine dernière, ils ont tué des gens. Et il s'agit de groupes armés composés de milliers de soldats qui sont actuellement opérationnels. Donc les individus que nous devons arrêter sont protégés par des milliers de personnes armées. Et nous devons les arrêter dans des endroits où l'État n'a pas les moyens de contrôler la violence. Et nous devons enquêter dans ces endroits où nos enquêteurs peuvent être tués, assassinés, et où les témoins que nous sommes en train de contacter peuvent être assassinés. Visiblement, le procureur a décidé de commencer par enquêter sur les milices qui ensanglantent toujours l'Ituri, et non pas sur leurs anciens tuteurs, les anciens chefs des groupes rebelles aujourd'hui au pouvoir à Kinshasa. En février 2005, son adjoint Serge Bramertz, le chef de la division des enquêtes, s'envole pour la première fois vers l'Ituri. Depuis quelques semaines, ces hommes ont commencé à recueillir des éléments de preuve et à auditionner des témoins. Reste à mettre en place un véritable dispositif de sécurité pour assurer leur protection. À Bunia, le chef-lieu de l'Ituri, les casques bleus de l'ONU ont réussi à mettre en place un périmètre de sécurité. Mais dans le reste du district, la situation reste très tendue. Depuis quelques mois, de nouveaux massacres dévastent la région. Plus de 60 000 personnes fuient sur les routes. Nous sommes en train de mettre sur place un système qui nous permet de protéger au mieux les personnes qui coopèrent avec nous. Et c'est certainement un des domaines où nous pourrions voir comment accorder les violents et organiser notre travail. Il n'y a pas de mécanisme de protection des témoins, voire même des victimes. Derrière le bâtiment ici, il y a un agent de la compagnie d'électricité ici qui a été abattu chez lui à la maison vers 19h à cause d'un dossier qu'il était victime et qu'il a annoncé, qu'il a défendu publiquement. Alors vous voyez, ça a créé un peu de réserve dans la tête des victimes, voire même des témoins. Pour l'instant, vous n'avez aucun moyen de les protéger, ni via donc pas via la police locale. Bon, une fois, on avait un témoin qui comparaissait et on avait constaté qu'il était vraiment en danger. Et la personne, après avoir déposé, la personne habitait chez nous, avec nous. Et je crois après 2 ou 3 audiences, quand on a constaté qu'il n'y avait plus de raison de le maintenir pour donner les éléments au tribunal. Et cette personne a été évacuée de Bunia pour Kinshasa. Alors, faudra-t-il le déplacer? Donc, on peut prendre les témoins, peut-être les éloigner en dehors d'ici pour les auditionner, parce que si on les voit,
venir vers vous, ils risquent aussi beaucoup. C'est très important parce que si ces gens ne viennent pas déposer, il y aura des problèmes pour réunir les éléments de preuve. Si ça se fait très bien, ça sera avantageux. Mais si l'un d'eux, il arrive quelque chose, alors ça sera foutu pour toutes les enquêtes. Petit à petit, le tribunal de Bunia recommence à fonctionner. Depuis un an, 9 nouveaux magistrats ont été envoyés de Kinshasa. Ils s'efforcent de reconstruire un système judiciaire ruiné par 5 années de guerre. Mais aujourd'hui, ils ne poursuivent le plus souvent que des petits criminels. Ils n'ont pas vraiment les moyens de s'attaquer aux chefs des milices qui font régner leurs lois dans le reste de la région. Pour le procureur de la Cour pénale internationale, impossible d'enquêter sans la coopération des casques bleus de la MONUC, la mission de l'ONU au Congo. Si on veut sortir de Bunia, c'est des dispositifs de sécurité parfois très lourds qu'il faut mettre en place. Il est clair que mes enquêteurs ne pourraient pas se déplacer sans une protection de la MONUC. Cela créera évidemment et crée toute une série de problèmes parce qu'il faut d'une part évidemment veiller à montrer notre complète indépendance par rapport à la MONUC ou aux autres agences des Nations Unies. Nous sommes une institution judiciaire indépendante, donc il faut souligner cette autre indépendance. De l'autre côté, il faut assurer une certaine sécurité qui reste quand même primordiale pour toute mon équipe. Et c'est parfois un équilibre difficile à trouver. La MONUC est heureuse de vous accueillir en Ituri. Nous attendions votre visite. Je pense que nous avons fait avec votre équipe beaucoup de progrès. Le type de collaboration que nous avons eu, je dois vous dire, était excellent. Je voudrais qu'on discute des dossiers dont vous vous occupez et puis de certains dossiers que moi, j'aimerais éventuellement soulever avec vous. Parfait. Nous coopérons déjà depuis un petit moment et voilà, nous sommes aussi passés à la vitesse supérieure, notamment grâce à votre appui au niveau de la sécurité et au niveau logistique. Il est clair que sans l'appui de la MONUC, ce serait difficile pour nous de nous déployer ici sur le terrain. Et nous espérons évidemment que la coopération sera aussi bonne à l'avenir. Bon alors, qu'est-ce qui se passe actuellement en Ituri? Malheureusement, si vous voulez, depuis, je dirais, mi-décembre, nous avons maintenant les opérations classiques des populations lindou menées par le leadership FNI contre des villages Hema. Donc on a une opération horrible où en fait toute une population civile va attaquer une autre population civile. Hein? Quelques hommes armés, le plus grand nombre n'est pas armé de Kalachnikov ou de AK-47, mais armé de lances traditionnelles, d'arcs, de flèches, de machettes. Et les femmes suivent et les enfants suivent. Et le résultat, ce sont des villages entièrement détruits. Il n'y a plus rien. Pas même une trace de hutte. Tout a été entièrement détruit. Alors nous avons fait une analyse peut-être un peu dure, mais que je vais partager avec vous. Nous partons du principe qu'il y a une tentative de déstabilisation du district de l'Ituri. Alors à l'origine, nous l'attribuons essentiellement au groupe politico-militaire de l'UPC qui est dirigé par Thomas Luganga. Et finalement, l'objectif est, je pense, toujours le même pour l'UPC, c'est-à-dire de reprendre le contrôle du district. À son Excellence, Monsieur le ministre de l'Intérieur, Le 21 février 2005, le ministre de l'Intérieur inaugure avec fierté l'installation à Bunia du premier bataillon de la police d'intervention rapide, la PIR. L'UPC, l'Union des Patriotes Congolais, une milice EMA officiellement transformée en parti politique, vient lui souhaiter la bienvenue. Au printemps 2003, c'est elle qui avait dévasté Bunia et fait fuir la police.
atako liboso ezalaki kolingama te kasi endimamaki mpo te kimia ekota na kati ya Bunia na kati ya Ituri. Lelo bazwi bisika me kasi mpo na nini tozali koyoka lisusu te meba na kati ya Djougou bato yakomi lisusu kokufa près de 60 000 personnes bazali déplacées bakimi na bamboka etumbami. Yo ozali nani yo ovandi oza kobatama mais population na kati ya bamboka ekufa. Namoni badrapo ya baparti politique c'est moi le ministre de l'Intérieur qui signe l'arrêté d'agrément des partis politiques. Et la loi prévoit un parti politique qui ne respecte pas la loi peut être rayé de la carte des partis politiques. Et je veux que cela soit bien compris. Comme magistrat belge, en charge notamment de dossiers de terrorisme, de traite des êtres humains, j'ai été confronté à des dossiers très graves. Mais ce que nous voyons comme atrocités commises dans le cadre de nos dossiers maintenant dépasse l'imaginable. La première étape que nous visons sont évidemment les demandes de mandat d'arrêt. Nous avons récolté pas mal de documents, d'éléments de preuve qui nous permettent d'être optimistes au niveau des enquêtes et nous espérons évidemment dans un avenir relativement proche de pouvoir montrer les premiers résultats d'enquête. Nous attendons au moment cette cour-là qui vient soulager le mal de la population. Parce que les autres ont tué, ils nous ont violés, ils sont à Kinshasa, ils se sont partagés les pouvoirs et ils ont des immunités là-bas, les privilèges de juridiction. On ne peut pas les poursuivre. Et ça, c'est quelle justice? Ça, c'est quel monde? Il n'y a pas de sanctions et l'impunité commence par la tête. Et là, maintenant, ils comprendront que non. Même si on prend les armes, même si on est quelque part, on va répondre de ces faits-là. Et ça sera une très bonne chose pour la population. Parce qu'on ne doit pas continuer à dire droit de l'homme, droit de l'homme, droit de l'homme. Parce que quelqu'un qui a tué mon père, même si on me donne aujourd'hui la farine, on me donne les aspirines ou les produits de santé, mais quand je continue à le voir, vous pensez que je peux pardonner, oublier comme ça? Mais quand je saurai qu'il est sanctionné, il a été sanctionné, ça va me soulager quelque part. Psychologiquement, moralement, je serai quand même soulagé quelque part. Et c'est ce que nous attendons. Nous n'avons plus besoin, nous ne sommes plus à l'époque d'attendre la farine de maïs, les vivres, les huiles ou les aspirines. Nous sommes à l'époque maintenant de voir les droits de l'homme s'exercer dans la communauté, la justice. C'est ce que nous voulons maintenant.